Bienvenue tout le monde à cette table ronde qui est organisée conjointement par le partenariat Famille en mouvance et l'Observatoire des réalités familiales du Québec. Je suis Hélène Bello, la directrice scientifique du partenariat de recherche Famille en mouvance. Je profite donc de cette introduction pour vous dire un mot rapide sur ce qu'est le partenariat Famille en mouvance. Donc, c'est une équipe d'une douzaine de chercheurs qui travaillent en étroite collaboration avec des partenaires communautaires et des partenaires gouvernementaux. D'ailleurs, plusieurs sont ici autour de la table, autour de l'écran. Et donc, le partenariat travaille fait des recherches sur la famille au Québec, sur les couples, et on met beaucoup l'accent également sur la diffusion des connaissances et le partage des connaissances. C'est ce qui m'amène à vous parler de l'Observatoire des réalités familiales du Québec, qui est dirigé par Maude Pugliese, qui est une plateforme, en fait, qui est tout à fait complémentaire avec les activités du partenariat Famille en mouvance. Et l'équipe de rédacteurs, donc sous la direction de Simon Abdallah, a rédigé plus d'une centaine d'articles de vulgarisation, des recherches sur la famille au Québec, et toujours en lien avec l'actualité. Donc, c'est un peu dans ce contexte que s'inscrit cette conférence. Donc, la table ronde d'aujourd'hui fait suite à la parution d'un dossier qui a été publié par l'ORFQ, qui était spécialement consacré à la conciliation famille-travail en contexte d'horaires atypiques. Il s'agira donc de discuter avec les experts dont les travaux ont inspiré ce dossier spécial. La table ronde sera suivie d'une période de questions et sans plus tarder, donc je vais passer la parole à Prisca Benoît, qui va nous présenter un peu l'origine de ce dossier et nos invités. Merci. Merci beaucoup, Hélène. Bonjour tout le monde. Ça fait vraiment très plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, comme vous le savez peut-être ou peut-être que non, à l'Observatoire, on a l'habitude de vulgariser des recherches scientifiques portant sur les familles du Québec. Et puis l'été dernier, on s'est interrogé sur la conciliation famille-travail, donc à savoir comment s'articule-t-elle chez différents parents. Puis en explorant quelques études en lien avec ce sujet, une tendance, un constat tout simple a émergé. En fait, c'est que la réalité des parents est tout sauf homogène. Puis une des choses qui a capté notre attention, c'est que plusieurs parents ont des horaires de travail atypiques. Donc, selon une étude de 2016 de l'Institut de la statistique du Québec, 29% des pères salariés et 26% des mères salariées ont un horaire atypique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un horaire atypique? Pour simplifier, on pourrait dire que c'est tout ce qui sort du fameux 9 à 5, mais plus précisément, on pense entre autres aux employés qui travaillent de soir, qui travaillent de nuit, les week-ends, ceux qui sont sur appel ou encore ceux qui ont des horaires variables, puis plein d'autres combinaisons de tout ça. Alors, ces parents ont particulièrement capté notre attention de par leur grande variété. Donc, dans les textes qu'on a consultés, on trouvait des infirmières, des préposés à l'entretien, des musiciens, des réceptionnistes, mais aussi, oui, une variété, mais aussi plusieurs enjeux communs auxquels ils font face. On s'est donc attelé à la tâche de présenter, de vulgariser et de sensibiliser aussi la population à cette réalité, en fait, des parents aux horaires atypiques en matière de conciliation famille-travail. On a utilisé comme matière première des études québécoises menées sur le sujet au cours des 5 dernières années. Donc, il s'agit de 5 études qui traitent des parents aux horaires atypiques à travers la lentille d'une profession. Donc, chaque texte consulté se penche sur une profession différente en particulier. Nous avions le souci, en fait, de sélectionner des professions et des domaines différents pour tenter, donc, d'illustrer une meilleure diversité d'expériences vécues par ces parents-là. Puis aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir les spécialistes dont les travaux ont été consultés pour la rédaction de ce dossier. Alors, tout d'abord, Madame Diane Gabrielle Tremblay est professeure en gestion des ressources humaines à l'École des sciences administratives de l'Université TÉLUQ. Elle est l'auteure d'un site web sur le télétravail, ainsi que de 2 CLOM, donc des MOOC, sur la conciliation emploi-famille et vie personnelle. Elle est directrice de l'ARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux et a été titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les enjeux socio-organisationnels de l'économie du savoir de 2002 à 2016.
Madame Mélanie Lefrançois, quant à elle, est professeure de santé et sécurité au travail, à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Ses plus récents travaux portent sur les dynamiques relationnelles, l'organisation du travail et l'articulation famille-travail dans les professions faiblement rémunérées, peu valorisées et avec des horaires atypiques contraints. Elle est chercheuse au sein de l'équipe de recherche SAGE sur la santé au travail en fonction des inégalités sociales et de genre, où elle co-dirige un axe de recherche sur les dimensions relationnelles des pratiques en milieu de travail. Puis finalement, M. Laurent Sauvage est diplômé en histoire de l'art, en chant lyrique et en sciences politiques, ainsi que membre de la chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain. Dans le cadre de sa thèse en études urbaines, dirigée par Juan Luis Klein de l'UQAM et Mme Diane Gabrielle Tremblay, il examine l'apport des actions culturelles dans les quartiers de revitalisation urbaine intégrée à Montréal. Il a réalisé en 2017 une analyse sur la précarité et la conciliation famille-travail des musiciens baroques montréalais. Nous les avons invités à discuter plus en profondeur de cet enjeu, d'autant plus d'actualité depuis la mise en place des mesures sanitaires, comme par exemple le confinement, le couvre-feu, la distanciation sociale, etc. On va placer le lien du dossier dans le chat pour consulter le dossier complet, le dossier de l'Observatoire. Et je cède la parole à Maude Pugliese pour la partie entretien. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Prisca. Merci à nos invités d'être là. On est vraiment très, très heureux de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Alors, comme Prisca le disait, d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Prisca. Merci à nos invités d'être là. On est vraiment très, très heureux de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Alors, comme Prisca le disait, d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Je sais que tantôt, il y avait un petit problème. Oui, ça va bien, excellent. Donc, comme Prisca le disait, c'est commun quand même, hein, les horaires atypiques chez les parents. Au Québec, on parle d'un quart des parents, plus ou moins. Pourtant, hein, tous les trois, dans les articles qu'on a consultés, vous mentionnez que la conciliation famille-travail des parents aux horaires atypiques, c'est une thématique à laquelle chercheurs et praticiens portent peu attention. On se concentre surtout sur la réalité des parents qui font du 9 à 5. Donc, pour nous lancer, et je sais que je vous ai mis au défi ici, rapidement, hein, en une phrase si possible au moins, pourquoi c'est important de parler des parents aux horaires atypiques. Donc, question à tous les trois. Je ne sais pas, peut-être Madame Tremblay, je vous invite à prendre la parole en premier. Ben, je pense que vous avez déjà évoqué les chiffres là tout à l'heure. Prisca les a évoqués, je crois. Je pense que juste ce nombre déjà est vraiment nous dit que bon, c'est une part très importante du marché du travail. Disons, la différenciation des formes d'emploi a commencé dans les années 70 et ça ne s'est pas réduit, ça a même progressé, peut-être une diversification à travers toute la semaine, les soirées, les week-ends. Donc, je pense que le simple nombre nous dit que c'est important. Oui, merci. Mélanie, peut-être? Madame Oui, Lefrançois? mais je trouve que dans ces emplois-là, pour faire du pouce sur ce que Diane Gabrielle a amorcé aussi, c'est qu'il y a vraiment deux logiques qui s'affrontent. Le besoin de flexibilité des travailleurs et travailleuses d'un côté, puis le besoin de flexibilité d'entreprises qui ont des opérations en continu. Donc, c'est vraiment confronté un à l'autre et les solutions ne sont pas simples. Donc, d'une part, c'est un défi de trouver des solutions à cause de la complexité des horaires atypiques. Parce que dans la coquille, il y a le quart de soir, quart de nuit, mais à l'intérieur de ça, il y a de l'imprévisibilité, il y a du contrôle, il y a plein d'autres aspects. Et donc, c'est aussi difficile de rejoindre ces travailleurs, travailleuses-là dans les recherches qui sont moins disponibles peut-être à cause de leurs horaires. Le recrutement est plus difficile. Dans notre cas, c'est la recherche partenariale qui a été la clé. Puis à cet égard-là, d'entrée de jeu, je remercie tous les partenaires qui nous ont appuyés là, dans les dernières années pour mener les recherches qu'on a pu mener. C'est intéressant. Je n'avais pas pensé à ça, qu'une recherche, ça peut rajouter hein, à la charge finalement. Donc, merci beaucoup. Monsieur Sauvage, de votre côté. Ben, moi, je vais centrer un petit peu sur ma lunette avec les artistes. Je dirais que le cas des artistes, il évoque en fait
finalement une évolution qui est plus générale du rapport à l'emploi dans le cadre finalement d'un passage d'une économie qui est industrielle et qui impose un certain rythme à une économie du savoir qui impose d'autres rythmes en fait. Alors, elle impose d'autres rythmes, elle impose de nouvelles relations à l'employeur ou aux employeurs, elle impose des nouvelles relations avec les lieux de travail et puis un nouveau rapport aussi avec la motivation au travail. Et en fait, je dirais qu'observer le cas des artistes dans ce contexte-là, c'est finalement se donner la chance d'anticiper des évolutions possibles, voire des évolutions probables du marché du travail. Absolument, très intéressant. Je vous remercie. Donc, je pense que ça met bien la table à l'importance hein, des études que vous avez produites sur ce sujet-là, tous les trois, au Québec. Donc, je vais vous poser justement dans ce qui suit des questions pour essayer de creuser un peu plus ce que vous avez trouvé tout un chacun. Donc, Madame Lefrançois, une de vos études que l'on couvre porte sur les stratégies de conciliation des parents, travailleurs et travailleuses qui œuvrent dans le secteur de l'alimentation. Alors, vous mentionnez que ce secteur-là est caractérisé souvent par des horaires très rigides pour des raisons que vous avez évoquées. Souvent, on les connaît 48 heures à l'avance seulement. Une autre chose que vous mentionnez, c'est que les efforts de conciliation des parents doivent souvent prendre un caractère informel. Ça veut dire quoi exactement la négociation informelle des arrangements? Ça implique quoi pour les parents et est-ce que c'est tous les travailleurs et travailleuses qui sont touchés de la même façon par cette logique-là? Merci Maude pour la question. Mais d'une part, j'ouvrirai juste sur l'idée que dans tout milieu de travail, c'est tout à fait normal d'avoir des pratiques informelles qui vont se greffer aux mesures formelles. Puis, je pense qu'il ne faut pas partir avec l'idée qu'il faut essayer de tout formaliser non plus, mais peut-être de donner des orientations, des guides pour que l'informel ne crée pas d'inégalité. C'est ça qui est l'enjeu derrière les pratiques informelles. En tout cas, ce qu'on essayait de faire sortir dans les études. Et donc, la particularité dans le milieu de l'alimentation, c'était que la seule source de flexibilité venait de l'informel et donc de ce lien-là entre les gestionnaires et les employés, vu que les échanges d'horaires entre collègues n'étaient pas permis. Donc, on avait éliminé une partie de l'informel qui est quand même une bonne source de soutien en général dans ce qui a été vu ailleurs. Et que même l'horaire, qui normalement, ça serait censé être un mécanisme assez neutre de gestion du temps de travail, il n'était pas tant que ça, parce qu'il y avait de l'informel qui venait influencer sa structure même. Donc, peut-être juste pour rappeler le processus, dans l'alimentation, on définissait par département, par service, les besoins opérationnels. On attribuait les corps par ancienneté, puis il y avait une possible considération des disponibilités fournies à l'avance par les travailleurs et les travailleuses. Donc, c'est un milieu syndiqué. Sur papier, les règles de la Convention étaient respectées, mais il n'y avait pas de disposition spécifique à la conciliation travail-famille, mais il y en avait pour les étudiants. Et déjà, ça donnait un peu le ton pour les possibilités de demander un accommodement par la famille en termes de normes, hein, de pratiques dans le milieu. Et il y avait aussi une autre norme implicite pour le travail, et particulièrement pour le département des caisses, des caissières, c'est qu'on voulait des travailleurs, des travailleuses tout le temps disponibles, flexibles. C'était le poste avec les horaires à couvrir de façon la plus étendue. Donc, je vous dirais que dans ce contexte-là, pour les mères interviewées, le premier réflexe, ce n'était pas d'essayer de trouver des solutions au travail, hein, ça se passait vraiment dans la famille. Donc, avec l'autre parent, demander de l'aide à la famille immédiate, élargie aux voisins. Et c'est en dernier recours que l'on allait voir le patron. Et le mot qui décrit bien la dynamique derrière les pratiques informelles, c'est le donnant-donnant. C'est dit, et c'était dans les propos même, les gens utilisaient ce terme-là, j'en donne à ceux qui m'en donnent. Donc, du côté employeur, on récompensait les employés performants disponibles qui répondaient à ce modèle-là. Puis du côté des travailleurs, travailleuses, c'était, bien, je vais dire oui, je vais faire des compromis, comme ça, quand je vais demander un accommodement, je vais l'obtenir. Mais ça, ce n'était pas garanti. Et là, ça dépendait d'un part de l'attitude du gestionnaire, qui était plus ou moins ouvert à la conciliation. Mais il faut mettre aussi dans la balance les enjeux organisationnels, parce que les gestionnaires, là, moi, c'est eux qui, s'il n'y a personne pour remplacer ou couvrir le quart de travail, c'est eux qui vont le faire, le quart de travail. Puis ça, on l'oublie, on l'escamote parfois, puis c'est leur propre conciliation travail-famille qui devient impactée aussi comme gestionnaire. Fait qu'ils sont pris entre le boulot et l'écorce. Il y a un des aspects que je peux souligner par rapport aux différences aussi, c'est qu'entre les postes de travail, il y avait des sous-cultures départementales liées à la nature du travail. Fait que, mettons, boulangerie, prêt à manger, ils pouvaient rentrer un petit peu plus de bonne heure, venir plus tôt.
Mais le département qui doit être comblé à tout moment, c'est les caisses. Et, surprise, c'est là où il y a le plus de femmes aussi. Et donc, c'est là où il y avait le moins de flexibilité. Il y avait aussi la notion qu'il y a des métiers qui sont plus rares, plus difficiles à combler, des postes spécialisés comme boucherie, des postes avec des... Et donc, ceux-là, on va être plus accommodants pour ne pas les perdre parce que c'est difficile à remplacer. Alors qu'il y avait l'idée qu'il y a des emplois qui sont plus facilement remplaçables. Donc, ça crée toute une dynamique autour des horaires, autour des pratiques informelles qui s'installaient. Et donc aussi... qui amenait des défis parce que quand on arrivait à négocier un accommodement informel, c'est que ça se fait un à un entre une travailleuse et son gestionnaire. Mais les impacts vont aller sur les collègues qui vont devoir combler le corps de travail, remplacer, récupérer de la charge dans d'autres types d'emplois. Donc, c'est là que ça dérape. C'est qu'il faut penser plus globalement, un peu comme en prévention. On veut essayer de se donner de la marge de manœuvre en amont, puis de voir comment on peut redonner de la flexibilité dans les horaires de travail avant qu'on soit obligé de prendre des accommodements au quotidien et considérer aussi que les personnes qui ont les plus grandes difficultés de conciliation travail-famille, ils ne peuvent pas être dans une dynamique de donnant-donnant. Ils n'ont pas grand-chose à donner en retour, ils n'en ont pas de disponibilité, ils ne pourront pas remplacer, dire oui parce qu'ils n'en ont pas de flexibilité dans leur vie. Donc, cette idée-là, moi, je suis toujours à la recherche de solutions pour les milieux de travail. Peut-être que ça intéresse des personnes qui sont présentes aujourd'hui. Je me dis toujours que si on a des horaires qui changent aux semaines, aux mois, aux 6 mois, l'informel, il va jouer quand les horaires s'affichent, hein, quand on voit les quarts possibles, quand il faut qu'on échange au quotidien parce qu'on a des imprévus. Donc, agir de manière formelle, quand on les planifie, les horaires, quand on décide que les quarts vont être de telle heure à telle heure, les journées de congé agencées de telle ou telle façon, et de consulter les travailleurs et les travailleuses. On a vu qu'il y a des départements qui le faisaient, puis ça donnait de la marge de manœuvre. Donc, peut-être que ça pourrait être une solution pour venir équilibrer l'informel de façon plus égalitaire avec une structure plus flexible, mais pensée d'entrée de jeu. C'est le lien formel-informel que je voulais amener ce midi. Absolument. Donc, c'est penser la flexibilité et offrir une vraie possibilité d'informalité productive, finalement, qui est importante. Merci beaucoup, Mélanie, Lefrançois, pour vos commentaires à ce sujet-là. Monsieur Sauvage, Madame Tremblay, n'hésitez pas hein, si vous voulez rebondir. Mais sinon, je me tourne vers vous, Diane Gabrielle Tremblay. Donc, un des articles couverts hein, dans le dossier, dans un de ceux-là, vous vous penchez sur la réalité des infirmières québécoises et françaises également. Et une chose qui ressort de cet article-là, c'est la notion de vocation. Pour plusieurs infirmières, c'est essentiel, c'est très important. Elles sont entrées par passion dans le métier en s'attendant, bien sûr, un peu hein, à certaines difficultés d'horaire, mais on apprend que la pilule, hein, comme on dit, devient de plus en plus difficile à passer, donc la pilule des horaires de soir, de nuit. Et une chose qui m'a intéressée dans cet article-là, c'est qu'on apprend qu'une des raisons pourquoi c'est plus difficile, c'est parce qu'elles sentent que leur statut de professionnel est peut-être un petit peu moins valorisé. On leur demande de plus en plus de tâches administratives qui ne sont justement pas en lien avec la vocation d'infirmière. C'est drainant, c'est décourageant. Donc, est-ce qu'il faut comprendre de ça, hein, que l'intensité du travail, la valorisation de la position sont finalement des modalités de conciliation autant que les horaires eux-mêmes? En fait, ce que je dirais, je vais d'abord commencer par peut-être justement rebondir un petit peu sur ce que disait Mélanie par rapport à l'informel. Alors, vous comprendrez évidemment que dans le secteur infirmier, il n'y a pas beaucoup d'informel. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre comme ça que les personnes peuvent se donner ou qu'elles pourraient organiser avec des collègues. Je travaille aussi plus récemment sur les agents de bord et là aussi, même chose. Peut-être qu'il faut souligner au fond le fait que dans ces secteurs-là, c'est très encadré. Il y a beaucoup de normes pour la santé,
et en fait pour la sécurité non seulement des personnes, mais de l'ensemble des personnes avec qui on traite les patients, dans le cas des infirmières, et puis ben, les gens qui prennent l'avion ou qui prenaient, parce qu'on ne le fait plus tellement maintenant, mais les personnes qui prenaient l'avion. Donc, cette dimension-là, que les équipes soient complètes, que tout le monde y soit, que les gens se répartissent le travail correctement, ça, c'est très, très important. Vous avez évoqué la question de la vocation. Effectivement, bon, ça fait peut-être une quinzaine d'années maintenant que je travaille sur les infirmières et avec les infirmières, parce que comme Mélanie, moi aussi, c'est des démarches de recherche partenariales en général, donc menées avec différents syndicats infirmiers et dans le cas des agents de bord, même chose, les syndicats qui les regroupent. Alors, effectivement, c'est des milieux qui ne sont pas facilement accessibles, notamment à cause de ces horaires très variables. Par contre, ce que je trouve intéressant, et probablement que ça recoupe aussi ce qu'ont vu d'autres personnes, c'est que les gens se rendent très disponibles. Ça m'a étonnée parce que notamment les agents de bord, je me disais, bon, en plus, non seulement leurs horaires sont variables, il y a la question de l'espace. Elles ne sont pas toujours ici. Elles partent et elles reviennent et tout ça est assez complexe. Mais dans tous les cas, et pour les infirmières, c'était clairement, effectivement, la passion pour leur métier, cette vocation. Ce que je trouve regrettable, c'est qu'au fond, j'en viens presque à penser que les organisations abusent ou profitent de justement cet engagement pour la profession, pour le métier, le fait qu'on s'identifie beaucoup par son métier, qu'on est vraiment très engagé dans ce métier-là, aussi qu'on travaille avec des personnes et qu'il pourrait y avoir des incidences importantes là, sur les personnes si on ne fait pas bien son métier. Par contre, il faut voir que dans les dernières années, effectivement, il y a une dégradation très nette des conditions de travail et je pense que les négociations qui ont eu lieu dans les dernières années, qui n'ont pas parfaitement abouti, je crois, portaient beaucoup justement sur cette question de la responsabilité, de la reconnaissance du travail. Et moi, c'est des choses qu'elles ont beaucoup évoquées avec moi. L'application du Lean, je connaissais bien les mesures Lean dans le secteur automobile, mais les voir appliquées dans le secteur de la santé, c'est autre chose. Et ça a été très difficile pour beaucoup d'infirmières de constater qu'on comptabilisait le temps de manière très précise, quel que soit au fond le patient ou la patiente, que la personne ait 25 ans et comprenne très bien tout ce qu'on lui dit, ou qu'au contraire, la personne soit vieillissante et qu'elle comprenne assez mal et qu'on doive passer plus de temps pour lui faire accepter de prendre tel médicament ou une injection ou quoi que ce soit. Donc, je pense que très clairement, c'est leur position dans le secteur de la santé par opposition à d'autres groupes qui est difficile. Et pour ce qui est de la conciliation, ben, effectivement, elles n'ont pas beaucoup d'options. Il n'y a pas vraiment d'informalité, de possibilité de changer comme ça des horaires. Ce que beaucoup d'entre elles ont fait, ce qu'elles nous ont dit, parce qu'en plus, ça prend de l'ancienneté pour accéder aux bons horaires de jour, etc. Ou pour, bon, il y en a beaucoup d'une part qui partent vers le privé pour aller chercher ça, on le voit. Et d'autre part, il y en a beaucoup qui m'ont dit prendre des postes à temps partiel parce que tout ça est très structuré et tout. Donc, elles allaient vers le temps partiel pour que le temps supplémentaire obligatoire, finalement, leur donne un horaire normal. Alors qu'autrement, ben, si elles avaient leur horaire régulier, puis on a tous entendu ça là, dans les dernières années, elles ne pouvaient pas quitter si une autre personne ne rentrait pas. Et ça aussi, chez les agentes de bord, parfois, il y en a qui vont indiquer une maladie d'un enfant ou autre pour ne pas se présenter, mais ça pose des enjeux majeurs. Et dans le secteur de la santé, bien, on les gardait carrément sur place. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment assez important, je pense, de leur côté. Donc, cette demande d'autonomie sur son travail, de reconnaissance, permettrait de mieux, disons, satisfaire finalement ses propres exigences personnelles par rapport à la qualité du travail, le type de soins que l'on donne, mais c'est aussi ce qui permettrait, parce qu'au fond, quand on demande aux personnes si elles ont de la difficulté à concilier ou autre, bien, ce sont des perceptions. Et une des choses qu'on a pu mettre en évidence, effectivement, c'est le rôle du supérieur, le rôle des collègues en termes de soutien. Tout ça peut jouer quand même sur comment les personnes vont ressentir la conciliation. Est-ce que c'est très difficile, assez difficile ou au contraire assez facile ou finalement, bon, pas plutôt très facile même dans certains cas. Disons que dans ces milieux-là, ceux dont on parle aujourd'hui, c'est rarement très facile. Je pourrais revenir plus tard pour parler de la facilité de conciliation en temps de pandémie, parce qu'on a eu quelques petites surprises là-dessus récemment. Parmi les infirmières, oui. Oui, effectivement. En fait, surtout la grande différence entre le secteur de la santé et les infirmières et d'autres milieux. Évidemment, les infirmières, par exemple, moi, j'avais un projet de recherche qui démarrait en mars dernier. Enfin, donc, qui démarrait un peu plus tôt, mais on devait aller sur le terrain et passer des questionnaires en mars dernier. On était prêtes à partir sur l'attraction et la rétention des infirmières et des enseignantes.
Alors, évidemment, vous savez, avec la COVID, ce sont deux groupes féminins qui sont très, très mobilisés. Alors, on a reporté la recherche, évidemment, parce que personne n'était disponible. Donc, on l'entame maintenant. Mais c'est vraiment, avec cette période de pandémie, on a vraiment vécu, pour ces groupes-là en particulier, des allongements d'horaires, des difficultés beaucoup plus importantes. Alors que dans une enquête, en fait, j'ai travaillé avec le regroupement pour un Québec famille et on a mené une enquête avec Léger. Une enquête qui a été menée en mai dernier et où on a été très étonnés de constater que une petite majorité de parents québécois, hommes comme femmes, trouvaient la conciliation plus facile à ce moment-là. Alors en fait, bon, il fallait expliquer parce qu'on se disait, mais quand même, c'est un petit peu étonnant, c'est un peu contre-intuitif. Et ce que l'on tend à penser pour expliquer finalement cette plus grande facilité, là, qui est quand même pas pour tout le monde, mais à peu près les 2 tiers, c'était d'abord le télétravail. 40% des personnes étaient en télétravail ou pouvaient faire, encore aujourd'hui, peuvent faire du télétravail. Et l'autre chose, c'est qu'il y avait peut-être moins des activités des enfants. Donc, jouer le taxi, amener les enfants ici et là. Donc, c'est quand même assez intéressant. Par contre, pour les infirmières et pour toutes les femmes dans tous ces métiers-là qu'on a considérés comme essentiels, qu'on reconnaissait beaucoup moins avant, mais qui tout d'un coup sont devenus davantage reconnus, du moins formellement, même si ce n'est pas toujours dans le travail au jour le jour, dans les salaires, dans les conditions de travail. En tout cas, nous, justement, la recherche à venir, c'est d'identifier quelles seraient les mesures, pas seulement de conciliation, mais on sait très bien qu'il va y avoir beaucoup de ça, qui permettraient d'attirer les jeunes infirmières et de les retenir, de les fidéliser dans ces postes-là, parce qu'on l'a vu, là, il y en a beaucoup qui quittaient, il y en a encore plus qui ont décidé de quitter. Ah, c'est fascinant. Donc, une chose qui, enfin, qui a capturé mon attention parmi les nombreuses pistes de solutions, c'est l'idée, puis qui revient un peu finalement dans vos travaux, Mélanie aussi, également dans les vôtres, Diane Gabriel, c'est de construire finalement les possibilités de flexibilité un peu à l'avance. C'est la rigidité, le lean, hein, comme vous l'avez mentionné, là, qui est l'idée d'avoir tout prévu à l'avance, qu'il n'y ait aucun gras finalement, là, aucune marge de manœuvre. Et l'autre chose, en fait, sur laquelle je voulais revenir, c'est l'idée que, par exemple, on va se trouver dans la position comme individu de, des fois, choisir l'option la moins pire, là, comme vous dites, le temps partiel. Et en fait, Mélanie Lefrançois, c'est aussi quelque chose qui est ressorti et qui avait capturé mon attention dans votre autre étude couverte, qui, elle, porte ou plutôt a travaillé avec des personnes, des parents qui sont dans le secteur de l'entretien. Et vous dites que pour plusieurs mères de ce secteur-là, une modalité de la conciliation famille-travail, c'est de travailler de nuit. Encore là, on comprend que ce n'est pas l'idéal, c'est plutôt l'option la moins pire. Et une chose vraiment intéressante qui recoupe beaucoup les propos là, de Diane Gabriel Tremblay, c'est que l'intensité du travail est perçue de façon peut-être que c'est un peu moindre la nuit. Et notamment pour les mères, ça réduit les risques de blessures. Ça fait partie des nombreux avantages que la nuit peut avoir sur d'autres horaires atypiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet-là? Oui, oui, ça a été un des constats forts de cette étude-là. Quand on a voulu rencontrer des personnes qui vivaient des difficultés de conciliation, le partenaire nous avait dit ben, allez, la nuit, c'est là que sont toutes les mères. Donc, déjà, ça mettait un peu le contexte de l'étude. Mais je vais revenir sur la question d'intensité du travail, dans le sens que les travailleuses, qu'elles nous disaient, c'est que la nuit, elles avaient un plus grand contrôle sur le travail parce que les opérations de transport étaient arrêtées. Donc, il n'y avait pas de départ et d'arrivée d'équipements de transport. Ça leur permettait de planifier, alors que de jour, toutes leurs tâches, toute l'organisation de leur travail était imposée par un système informatique qui leur disait « va nettoyer tel équipement de telle heure à telle heure » et qu'il va y avoir des changements, des retards, des départs décalés, etc. Donc, le fait d'avoir plus de contrôle leur permettait de pouvoir gérer leur cadence, donc cette idée d'intensité-là, de faire des micro-pauses si nécessaire aussi.
Et c'était aussi associé à une plus grande satisfaction au travail. Donc, c'est fascinant comment nos milieux se croisent avec Diane Gabriel aussi, parce qu'elles font du nettoyage. C'est un travail qui est très peu valorisé, souvent invisible, mais ces travailleuses-là, le fait d'avoir le temps de bien faire leur travail, sentaient qu'elles contribuaient à la qualité du service offert par l'entreprise de par leur action. Et ça, c'est quelque chose qu'elles ne pouvaient pas retrouver le jour parce que les temps étaient raccourcis à cause d'une approche assez lean aussi dans l'entreprise où on était. Mais l'intensité était là quand même dans le sens qu'elles étaient exposées au même risque pour le travail que de jour. Donc, pour la santé physique, même impact, mouvement répétitif, posture contrainte, transporter des charges lourdes, produits chimiques, exposés à des risques biologiques aussi, à nettoyer des espaces où des passagers se trouvaient. Donc, tout ça était présent. Et s'ajoutait à ça le bouleversement des rythmes circadiens. Donc, on travaille à un temps où notre corps, il nous dit « va te coucher, c'est la nuit, il faut que tu dormes ». Donc, les risques de blessures, il y en avait quand même qui étaient présents à cause de la perte de vigilance et de la fatigue. Les travailleurs nous en ont raconté, ils appelaient ça des sketchs. Ils disaient, il nous est arrivé un sketch. Fait qu'on en avait quand même qui étaient présents. Mais un des avantages physiques autres aussi à la nuit, c'est un travail qui se faisait à l'extérieur. Non, là, je crois qu'on l'a totalement perdu. Je crois qu'elle va probablement se rebrancher. Voir vos airs, je sens que ça saccade beaucoup. Oui, c'est ça. Donc, écoute, continuez, Maude. C'est ça. Je vais me tourner vers Monsieur Sauvage. Retiens tes pensées. Si tu peux te connecter par téléphone pour la suite. On verra si ça fonctionne. Donc, Monsieur Sauvage, donc de votre côté, effectivement, hein, vous avez étudié la conciliation famille-travail chez les musiciens baroques, donc qui sont spécialisés dans un répertoire ancien. On apprend notamment dans votre article que Montréal est une capitale mondiale de la musique baroque, ce que je ne savais pas du tout. Alors, on vous salue, les musiciens, s'il y en a parmi nous, bien sûr. Évidemment, hein, pour des gens qui sont musiciens, qui sont artistes, on comprend très bien dans votre propos que il n'y a pas justement toutes ces contraintes-là d'horaire très rigides dont nous parlent, par exemple, Diane Gabriel Tremblay, Mélanie Lefrançois. On n'a pas un supérieur immédiat qui nous impose à la dernière minute un horaire. Pourtant, hein, on comprend très bien de votre article que les parents musiciens sentent pas pour autant qu'ils ont énormément de contrôle sur leur horaire. La famille en souffre souvent. Donc, d'où viennent les contraintes pour les parents artistes ou pigistes? Alors, quand vous dites ils ne se font pas imposer d'horaire, c'est en même temps vrai et en même temps pas si simple que ça en fait. Ils ont un cadre temporel dans l'exercice de leur métier qui est vraiment complexe et qui est composé en fait finalement de deux ensembles. Un temps de travail qui est contraint, c'est les concerts, parce que les heures de concert, ça répond à des normes sociales et que si on organisait un concert à 7 h le matin le jeudi en semaine, il n'y aurait pas grand monde dans la salle. Donc c'est forcément le soir et le week-end. Il y a le temps de répétition aussi, qui est un temps qui est souvent contraint, mais dans lequel il peut y avoir justement des arrangements informels, notamment ou avec certains orchestres qui déjà ont intégré ça dans leur pratique. Puis quand on prépare un concert avec 5 ou 6 musiciens, c'est facile de s'arranger pour avoir des horaires de répétition qui soient conciliables avec la vie de famille. Join the meeting. Et puis, je crois que c'est Mélanie qui nous a rejoints. Donc... il y a le temps de tournée ou de travail à l'extérieur de Montréal, en région ou à l'étranger, qui là, finalement, constitue carrément une mise entre parenthèses de la vie quotidienne et de la vie familiale. Donc là, on est dans un cadre qui est extrêmement contraint. Et puis, pour ajouter encore dans ces contraintes, il y a le temps qui doit être réservé à la conciliation travail-travail. Parce que souvent, il y a, à côté de la pratique artistique, il y a en plus, à cause de la nécessité d'augmenter les revenus, il y a une pratique professionnelle qui se fait en dehors du travail purement artistique. Donc ça, c'est un ensemble de temps contraints. Puis il y a des temps plus souples, plus choisis. C'est la pratique quotidienne de l'instrument ou de la voix. C'est le travail des partitions.
c'est le travail de recherche aussi sur les partitions, parce que le répertoire que ces musiciens-là jouent, il n'est pas très souvent joué, donc ils explorent souvent en bibliothèque pour trouver, pour exhumer des partitions qu'ils vont pouvoir recréer justement. Il y a un travail qu'on oublie souvent de prendre en compte, mais qui est le travail de recherche d'emploi. C'est-à-dire qu'il faut démarcher les ensembles, démarcher les festivals, etc. C'est une charge de travail qui est importante. Puis il faut préparer des auditions justement pour décrocher de nouveaux emplois. Et puis, je le mets dans le temps choisi. Il y a le travail d'enseignement aussi. Là, c'est assez facile de s'arranger avec ses élèves quand on est en cours particulier. C'est parfois un peu plus compliqué quand on est salarié d'une école, par exemple. Ce cadre temporel-là, il est instable. C'est-à-dire que dans leur année de travail, ils alternent des périodes où il y a une charge de travail qui est très, très forte. Il y a certains des musiciens qui me disaient que parfois, ils pouvaient avoir consécutivement 1 ou 2 semaines de travail à 80 heures par semaine. Puis il y a des périodes où le travail est plus relâché. On va travailler 15-16 heures par semaine, mais il n'y aura pas les contraintes de concert, etc. Autre contrainte de ce cadre temporel-là, c'est que c'est un cadre temporel qui est à contre-temps. C'est-à-dire que très souvent, ils travaillent quand les autres ne travaillent pas. Ils travaillent le soir, ils travaillent le week-end. Dans les côtés plus positifs de leur cadre temporel par rapport aux expériences dont on vient de parler, c'est qu'au final, il est plus prévisible. Les horaires sont rarement décidés à la dernière minute, ce qui permet d'anticiper sur 1, 2, 3 semaines, voire parfois, ils ont leur emploi du temps où ils savent qu'ils auront des concerts 1 an à l'avance, par exemple. Donc, tous ces éléments-là vont expliquer finalement un peu les raisons de la difficulté qu'ils ont à concilier avec la famille et puis la souffrance que à la fois le musicien et à la fois la famille peut ressentir. Cette souffrance, elle est encore accrue par, je le disais, des niveaux de rémunération qui sont faibles et qui obligent à accepter le plus de contrats possible, et puis une espèce de pression, d'exigence et de réputation. C'est-à-dire que si on refuse trop de contrats, on va finir par aboutir au fait qu'on nous en proposera moins. Donc, on a tendance à accepter, ce qui fait que très souvent, les musiciens doivent faire face à une surcharge de travail qui est assez importante. Cette surcharge de travail-là, elle est accrue par le fait que le travail est considéré aussi comme une passion. On en parlait avec les infirmières. C'est très valorisant d'être musicien, donc quand on aime, on ne compte pas. Donc on travaille. Et puis un autre élément qui peut accroître aussi cette charge de travail, et puis là, je pense qu'avec la pandémie, beaucoup comprendront, c'est que beaucoup de ce travail se fait à la maison. Et que quand on travaille à la maison, des fois, on ne fait plus tellement la différence entre le temps où on travaille et le temps où on ne travaille pas, en fait. Donc là aussi, on a tendance à augmenter encore la charge de travail. Alors, dans les solutions qui ont été un peu explorées par les artistes que j'ai interrogés, ce qui ressort, c'est que il y a vraiment, elles sont pas très nombreuses, ces solutions-là, pour concilier le travail et la vie de famille. La plus mobilisée, c'est de recourir effectivement à la compréhension de l'entourage familial, recourir aux amis, à la famille pour assurer la garde des enfants. Certains ont des conjoints, ça aide un peu, mais parfois ça complique encore parce que quand le conjoint est musicien, on multiplie finalement toutes ces contraintes sur le rapport au temps. Puis, ce qui fait tenir quand même, c'est justement cette alternance entre des moments où on a beaucoup de travail et des moments où on a beaucoup moins. Et dans les cas où on a beaucoup moins de travail, les musiciens vont avoir tendance à surinvestir ce temps-là, le mettre réellement à profit pour tisser des relations de qualité avec leurs proches. Donc finalement, la relation avec la famille, elle est sans doute plus entrecoupée, mais on trouve quand même un moyen de supporter ces rythmes-là par le fait qu'on s'accorde du temps vraiment de qualité avec ses proches quand c'est possible.
Merci. Donc, on voit qu'effectivement, hein, encore là, la passion, ça peut être aussi un outil qui est utilisé pour un peu enfin, peut-être volontairement ou pas, comme de façon abusive. J'ai noté dans votre article, et c'est ressorti dans les autres aussi, que les enjeux ça peut provoquer, les enjeux de santé mentale, physique, ont été soulevés. Madame Tremblay, l'autre article qu'on a couvert aborde vraiment la santé des parents directement. Vous, à l'aide dans une analyse quantitative, grand sondage, vous examinez si les conflits famille-travail, donc les moments difficiles à articuler, peuvent mener à l'épuisement professionnel dans le secteur de l'hôtellerie. Donc, est-ce que c'est un facteur de risque? Et pour les parents, spécifiquement hein, aux horaires atypiques, est-ce que sont-ils particulièrement touchés? Effectivement, le conflit entre justement emploi et famille, ou on pourrait dire même plus largement vie personnelle, vie professionnelle, c'est un élément qui peut engendrer du stress, qui peut engendrer l'épuisement professionnel. Et dans certains travaux, on allait même jusqu'à l'intention de quitter. Dans ce cas-ci, c'était la restauration, l'hôtellerie. Et là aussi, on ne penserait peut-être pas, parce que parfois on se dit, bon, le commerce, l'hôtellerie, c'est des emplois précaires, les gens sont pas, mais en fait, les gens là aussi sont justement pour tenir ces conditions de travail très difficiles, sont souvent justement passionnés. Beaucoup de personnes vraiment me parlaient du secteur touriste, de l'hôtellerie, comme vraiment un milieu où c'était engagé. Bien sûr, il y a beaucoup de jeunes et parfois un certain nombre de femmes qui vont y passer, des jeunes aux études, par exemple, qui ne font que passer. Mais par contre, d'ailleurs, comme dans les agentes de bord, on observe la même chose, il y en a qui commencent avec un emploi d'étudiant, puis qui justement tombent en amour, si on veut, avec le secteur, avec le type de travail, et donc sont très, très engagés dans ce secteur-là. Mais ce qu'on observe, c'est que, ben, effectivement, les horaires vont faire qu'il y a beaucoup de conflits avec la vie personnelle et la vie familiale plus particulièrement, et ça peut conduire, évidemment, ça va conduire premièrement à un certain stress, à des difficultés de concilier plus importantes, là aussi avec d'autres variables, parce que le soutien du supérieur et le soutien du conjoint, ça dans toutes les recherches, tous les secteurs que j'ai regardés, ce sont des variables, et d'ailleurs d'autres travaux aussi, d'autres chercheurs ont montré ça. Le soutien du conjoint, lorsqu'il y en a un, est très important, donc ses horaires à lui ou à elle vont être très importants, et le soutien du supérieur immédiat. Et si le supérieur immédiat n'est pas compréhensif et soutenant, ben, éventuellement les collègues. D'ailleurs, encore dans la recherche qu'on a traitée là, pour mai 2020, dans le contexte de COVID, on a constaté que là aussi, là, c'était vraiment une question sur le degré de compréhension ou d'empathie du supérieur. Et encore là, en temps de pandémie, cette variable-là ressortait comme pouvant nuancer. Donc, ce que ça nous dit, c'est que effectivement, le conflit emploi-famille peut engendrer du stress, de l'épuisement et aller jusqu'à même l'intention de quitter. On pense notamment aux infirmières et à toutes les jeunes enseignantes qui quittent le métier en dedans de 5 ans. Donc, ça peut conduire à ça. Par contre, si on a un milieu où le supérieur immédiat est soutenant, manifeste de l'empathie, ben, on peut trouver des situations différentes. Donc, je trouve que c'est intéressant, là aussi, quand on pense à ce qu'il faut changer dans nos milieux de travail, parce que je trouve que c'est assez catastrophique quand on pense, bon, les données sont très claires pour les infirmières et les enseignants, et dans l'hôtellerie, il y a aussi beaucoup de rotation, beaucoup de roulement de la main-d'œuvre. Quand on se dit qu'on pourrait corriger ces choses-là par des pratiques de gestion différentes, même par simplement, comme je disais, de l'empathie, de la compréhension, le soutien du supérieur. Évidemment, moi, je considère que le mieux, c'est quand même d'avoir des mesures qui vont vraiment aider à concilier, mais c'est intéressant de constater que même lorsque les mesures ne sont pas toujours parfaites, très développées, on peut penser justement des petites entreprises où il y a plus d'informels, justement. Et d'ailleurs, c'est ce qui permettait à certaines PME, au fond, de concurrencer, si on veut, les grandes entreprises du point de vue de leur facteur d'attraction. C'est-à-dire que le fait d'avoir des cadres ou des gestionnaires plus compréhensifs, plus soutenants, d'avoir cet informel, de permettre des variabilités ou des flexibilités d'horaire, alors que dans les grandes entreprises, bien sûr, il y a toutes sortes de normes, il y a une politique formelle de télétravail, télétravail ou de conciliation emploi-famille, d'ailleurs les deux. Mais malheureusement, les cadres, très souvent, peuvent se servir de ces politiques et des critères et des règles qui sont là pour exclure des gens. Donc, on ne peut pas dire, d'ailleurs, je pense que les recherches sur la conciliation emploi-famille, au début, on regardait les sources de conflits. Donc, je pense que tous les chercheurs, on a bien identifié les sources de difficultés, dont les horaires difficiles ou les horaires variables. Par la suite, on s'est mis à s'intéresser sur les mesures. Quelles mesures existent
dans les milieux de travail. On en a identifié un certain nombre. Mais même là, notamment dans les grandes organisations, on se disait, mais ils ont pourtant, l'offre de mesures est là. Pourquoi est-ce que les personnes ont quand même des difficultés de conciliation? Et notamment, moi, quand j'ai travaillé avec les infirmières et aussi avec les avocates, on a pu montrer qu'il y a là l'éthos professionnel qui va faire que parfois les personnes ne vont pas utiliser les mesures. En raison de leur éthos professionnel, pour les avocates, par exemple, qui veulent devenir associés, dans d'autres milieux, ça peut être le climat de travail, l'ambiance. C'est-à-dire qu'on sait que si on se manifeste comme ayant des besoins par rapport à la parentalité, et je dirais encore plus pour les femmes, si elles manifestent des besoins parce qu'elles sont proches aidantes. D'ailleurs, elles hésitent beaucoup à en parler. C'est justement parce qu'elles craignent une certaine représailles. Elles se disent, ben, ma carrière va être limitée. On ne va pas me donner les meilleurs dossiers si je suis avocate ou comptable, par exemple. Donc, dans tous ces milieux, on est parti du conflit qu'on a bien identifié. Voilà, on a des mesures et puis on constate que ben, ça ne règle pas le problème. En fait, il faut aller plus loin, il faut changer les climats de travail, il faut que justement les supérieurs, les gestionnaires soient plus ouverts, plus compréhensifs pour que les personnes parlent et demandent ces mesures. Donc, il y a vraiment des enjeux, je pense, très importants de ce côté-là et un certain nombre de variables qui vont faire que dans un milieu ou un autre, il y aura moins de conflits et une plus grande facilité à concilier, alors que dans un autre milieu semblable, voire même un milieu tout à fait identique avec les mêmes contraintes, on pourrait retrouver des personnes qui disent, ben moi, j'arrive bien à concilier. Pourquoi? Parce que oui, il y a des mesures et mon supérieur et mes collègues sont ouverts, sont compréhensifs. En même temps, bon, c'est certain qu'en ce moment, je pense que le secteur de la santé et pour les infirmières, c'est un petit peu difficile. Quand il y a une pénurie de personnel, ben, inévitablement, et contrairement peut-être à ce qu'évoquait aussi Mélanie tout à l'heure, les cadres dans la santé ne peuvent pas nécessairement remplacer. Donc, bon, ils n'ont pas nécessairement fait les mêmes actes depuis un moment, etc., etc. Donc, il y a vraiment des contraintes qui peuvent être assez lourdes. Malgré tout, on voit presque toujours l'incidence de ce soutien qu'on peut appeler le soutien organisationnel, soutien du supérieur, soutien des collègues. C'est très important. Mais pour ça, il faut former et informer les personnes. Surtout dans les milieux, ce n'est pas le cas de la santé nécessairement, quoique les cadres supérieurs qui peuvent être masculins peuvent avoir de la difficulté à traiter ces dossiers-là. C'est fascinant. Donc, je comprends que au-delà des mesures formelles que pourraient adopter des employeurs, par exemple, hein, l'intégrer dans la gestion, dans la planification des horaires, il y a toute la question de la culture d'entreprise qui est peut-être... Le climat de travail même, je dirais, c'est ça carrément. Est-ce qu'on est ouvert? Est-ce que la porte est ouverte pour qu'on aille parler et qu'on demande des aménagements? Demander une semaine de 4 jours, demander... Auparavant, c'était plus difficile d'ailleurs pour les hommes. Mais bon, les premières recherches que je faisais, les hommes disaient, ben, nous, on n'arrive pas du tout à demander ça. Maintenant, davantage, et même je dirais que c'est grâce au fait que les hommes ont commencé à demander ces choses-là, que dans certains milieux, ça a été plus facile, entre guillemets. Les femmes ont pu se permettre sans nécessairement mettre en péril leur carrière. C'est vraiment, vraiment très intéressant de voir ce qui peut se faire du côté de la famille, du côté des employeurs. J'aurais envie de vous questionner maintenant sur qu'est-ce qu'il y en est des services publics, du rôle de l'État. Entre autres, Mélanie Lefrançois, dans un des articles de vos articles, vous mentionnez que certaines personnes, certains groupes demandent une loi cadre sur la conciliation famille, travail, études. Vous dites aussi qu'il y a des précédents ailleurs dans le monde, en Californie. À quoi ça ressemble une loi comme ça? Qu'est-ce que ça fait concrètement? C'est quoi les implications? Oui, j'espère que je vais être avec vous. Sinon, j'ai le téléphone qui est prêt. Parfait. Je pense que j'ai identifié même la source et résolu à la source du problème. Donc, mais je veux juste rappeler d'entrée de jeu, moi, je ne suis pas juriste de formation, mais comme j'ai une approche systémique, c'est sûr que je tiens compte du contexte légal, social des milieux de travail que j'étudie et où j'interviens. Donc, ma réflexion sur l'implication des lois, c'est vraiment de mon point de vue de chercheuse en recherche d'intervention en santé au travail. Donc, je veux juste mettre cette indication-là. Et dans ce sens-là, je salue les revendications de la coalition Travail, Famille, Études qui, depuis plusieurs années, revendique cette mise en place-là. Donc, sans entrer dans les détails, leur proposition comporte des modifications à la loi sur les normes du travail, mais propose aussi l'adoption d'une loi cadre qui serait applicable à tous les secteurs d'emploi
et qui obligerait les milieux à adopter une démarche pour intégrer les besoins d'articulation travail, famille, études. Et dans ce sens-là, leurs propositions rejoignent les initiatives comme celles que j'ai mentionnées dans l'article à San Francisco. Mais vous allez voir, ça a bougé là, depuis 2017, c'est incroyable. Donc, ce que je trouve super de la proposition, c'est qu'on vise toutes les catégories de travailleurs et de travailleuses. Et je pense que ça viendrait particulièrement aider les personnes qui ont des horaires atypiques. Ce qu'on voit dans les milieux, c'est que beaucoup des travailleurs, ils sont bien conscients de ce à quoi ils s'exposent quand ils commencent à travailler dans une épicerie ou dans une entreprise de transport. Il y a quelqu'un qui disait « l'horaire est écrit sur la porte, là. Ils savent à quoi s'attendre ». Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas droit à un accommodement si le besoin se présente. Puis ça n'empêche pas non plus la réflexion sur la qualité des horaires de travail. Puis il faut aussi, dans le fond, l'idée derrière les dispositions légales, c'est d'assurer un minimum pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. Puis après, il n'y a rien qui empêche une entreprise ou un syndicat de négocier mieux ou d'offrir mieux dans des politiques ou des clauses de convention collective. Donc, la première implication de ce genre d'action légale-là, comme moi je le vois, c'est vraiment l'idée que les mesures volontaires, c'est bien, mais c'est peut-être pas suffisant. Donc, de l'imposer, de l'obliger aux entreprises, comme on voit en santé et sécurité au travail, ça assurerait le minimum. Puis, comme je vous disais, ça a beaucoup bougé là, depuis 2017, de l'apparition de l'article aux États-Unis. Plusieurs villes, États ont adopté le mouvement qui s'appelle le Fair Work Week Legislation, qui prend différentes nomenclatures. Et ça tombait bien parce qu'il y a 2 semaines, j'ai eu la chance d'assister à un panel où des chercheurs et chercheuses américains rapportaient leurs résultats d'évaluation de la mise en œuvre des lois 2 ans post-implantation. Donc, ils ont évalué l'impact à la fois sur la santé, la conciliation travail-famille et sur la qualité des horaires. J'ai fait comme une petite synthèse là, de ce qu'ils ont observé qui pourrait nous inspirer, je pense, nous, comme dans les prochaines initiatives. Je vais mentionner que la majorité des lois, là, en fait, presque la totalité, c'était en vigueur juste pour le commerce de détail, la restauration et l'hôtellerie, sauf Chicago, qui était plus inclusif, et c'était pour des assez grandes entreprises. Donc, la première remarque généralisée des experts, c'était il faut que ce soit étendu parce qu'il y a bien d'autres secteurs qui ont besoin, comme la construction, comme l'industrie manufacturière ou les arts et spectacles, pour faire écho à mon collègue ce midi. Et donc, les résultats montraient qu'il y avait des impacts qui étaient bénéfiques pour améliorer la santé. Donc, on voyait des améliorations de la qualité du sommeil, on réduisait la précarité financière, mais pas tant la qualité de l'horaire. Et le point fort, c'est que les lois ont permis de réduire l'imprévisibilité de l'horaire. Tantôt, je disais, il y a une coquille horaire atypique, mais à l'intérieur de ça, il y a plein de variables plus complexes. Donc, les dispositions légales visaient d'une part à réduire les ajouts de corps surprise ou d'augmenter le délai avec lequel on connaît notre horaire. Ça a bien porté fruit. Mais ce qu'on visait, c'était d'assurer aussi plus d'heures pour les travailleurs à temps partiel. Donc, plutôt que d'engager du nouveau monde, donnons des heures aux gens qui ont déjà un contrat de travail. Ça a plus ou moins bien été. Puis, ce qu'ils ont réalisé, donc, c'est que la prévisibilité des horaires, ce n'est pas accompagné d'une stabilité des horaires. Donc, il n'y avait quand même pas une garantie de revenus stable. Et ça m'amène, moi, à la deuxième implication, c'est les défis de l'application de la loi. Comme tantôt, les mesures en entreprise, on les a, il faut les utiliser. Bien, la loi, c'est la même chose. Et les recherches plus qualitatives qui ont évalué, ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y avait des grands écarts entre les milieux de travail. Donc, il y avait des employeurs qui appliquaient la loi à la lettre et qui ont eu des gros gains d'amélioration. Et il y en a d'autres qui l'appliquaient à leur manière, avec leurs trucs pour interpréter la loi à leur avantage. Donc, ça, pour moi, ça vient s'accrocher à l'idée que les travailleurs, travailleuses manquent peut-être de connaissances aussi sur leurs droits. Après 2 ans, ils ont vu qu'il y en a beaucoup qui ignoraient même l'existence des lois. Donc, quand tu ne sais pas à quoi tu as droit, tu n'iras pas porter plainte pour un mauvais traitement. Donc, les instances ne sont pas informées, ils ne savent pas qu'il y a des mauvaises applications, donc ne peuvent pas intervenir. Donc, ça, c'est comme une boucle, un cercle vicieux. Et nous, c'est quelque chose qu'on a observé dans nos recherches au Québec aussi. Donc, malgré qu'il y avait des dispositions dans la loi sur les normes du travail ou dans la convention collective, ce n'est pas parce que c'est écrit quelque part
que les travailleurs savent et l'utilisent. Donc, cette idée-là de connaissance, on l'avait observé avec mes collègues. Et il y a aussi l'aspect de précarité financière, parce qu'il y a des travailleurs qui vont accepter des petites entourloupettes, là, qu'on pourrait appeler comme ça, pour avoir des heures supplémentaires ou pour ne pas risquer de perdre l'emploi s'ils refusent ce que l'employeur demande. Donc, la qualité de revenu est à considérer. Donc, ça m'amène à avoir identifié quelques réflexions, là. Donc, avant de mettre en place une loi au Québec, ça va être important de réunir les différents groupes pour réfléchir et inclure travailleurs, employeurs, syndicats, groupes communautaires. J'ai vu dans la coalition des représentants des familles monoparentales, toutes les structures familiales, pour, s'assurer que les dispositions qu'on va mettre en place ne vont pas laisser de côté des catégories de travailleurs et travailleuses qu'on pourrait vulnérabiliser davantage. Ensuite, aussi, c'est la manière d'éduquer. Donc, pensez déjà, en la mettant en place, comment on éduque et les employeurs et les travailleurs à ces nouvelles dispositions-là. L'autre chose aussi, c'est de penser aux petites entreprises qui sont nombreuses au Québec. Donc, mettre en place des obligations, ça implique des ressources. Il faut qu'on pense comment on peut les aider, les soutenir. Et quand on pense à la complexité des horaires, c'est l'idée de ne pas juste penser la qualité de l'horaire, mais aussi intégrer la question des conditions d'emploi. Puis, je vais faire du rebond, parce que je n'ai pas pu en parler là, à cause de mes petits bugs, mais la question de santé physique au travail, moi, c'est la question qui me touche. Je pourrais y revenir peut-être dans la période de questions, mais si on pouvait intégrer la réflexion sur les horaires de travail dans les actions sur la santé et sécurité au travail, en parallèle. Donc, rien n'empêche les actions directes conciliation travail-famille, mais de voir que les horaires atypiques, c'est peut-être un facteur de... pas peut-être, c'est un facteur de risque organisationnel, psychosocial, qui a un impact sur la santé. On le voit, les études le montrent. Et ça permettrait donc de voir que dans les comités santé-sécurité, on peut parler de la question des horaires et dans une structure paritaire qui permet que les parents, les travailleurs qui sont exposés soient impliqués. Donc, le régime de prévention ne dit pas horaire, mais ne dit pas qu'il ne faut pas parler des horaires de travail non plus. Donc, je pense que ça pourrait être une avenue complémentaire. Je pense qu'il faut essayer d'activer toutes les manettes qu'on a à notre disposition pour essayer de faire percoler ça dans les milieux de travail. Intéressant. Oui, Madame Tremblay, je pense que vous aviez une... Oui, juste rapidement. Oui. En fait, moi j'avais travaillé sur quelque chose qui, dans le monde anglo-saxon, s'appelle The Right to Request, le droit de demander des aménagements, qui va tout à fait dans ce même sens-là. Et c'est vrai que les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, il y a un certain nombre de pays où ça existe. Ce qui est intéressant, c'est que ça renverse le fardeau de la preuve. C'est-à-dire qu'un salarié, au fond, peut demander d'avoir un aménagement et l'entreprise doit justifier le refus. Ce que j'ai vu comme étude en termes d'effets, c'est un peu aussi semblable à ce que disait Mélanie, c'est-à-dire que les employeurs, au fond, sachant que les salariés avaient cette possibilité, faisaient un peu plus attention à l'avant. Et au Canada, quand même, lorsque Justin Trudeau s'est présenté, il avait évoqué ça et il avait envisagé de développer ça au Canada. Donc, on devrait peut-être revoir ces promesses préélectorales parce que l'idée, c'était parti de, je pense, c'était un cas dans le secteur de la Poste où quelqu'un avait demandé un aménagement et là, ça avait été, bon, pareil, moi, je ne suis pas une juriste, mais ça avait été devant les tribunaux et tout, et cette personne avait obtenu, et c'est de là que la discussion était apparue. Personnellement, j'ai été étonnée que ça ne continue pas, et c'est peut-être quelque chose qu'on devrait remettre à l'ordre du jour, ce droit de demander un aménagement qui impose à l'employeur de justifier s'il le refuse. Je peux demander un aménagement parce que je suis parent ou proche aidante, par exemple, et si mon employeur veut refuser, il doit justifier. Donc, ça l'amène finalement à peut-être accepter dès le départ. Alors, je pense que c'est intéressant en complément de ce que disait... Oui, absolument. Rapidement sur l'État, je dirais quand même que le Québec, moi, je considère qu'il y a comme 3 grands modèles. Le modèle de laisser-faire aux États-Unis, on sait, même pas de congé de maternité généralisé, universel. Le modèle d'alternance où on incite les femmes à se retirer sur le marché du travail ou à être à temps partiel, comme par exemple les Pays-Bas, et le modèle de la conciliation, les pays nordiques. Et je dirais qu'au Québec, quand même, avec les services de garde, qui n'ont pas au Canada ni aux États-Unis, le service de garde à coût réduit, et le congé parental, incluant un congé de paternité, je dirais que notre État n'est pas si mal. Mais voilà, il faudrait qu'il pousse les entreprises à accepter les demandes des salariés. C'est ce qui... C'est vraiment des pistes de solutions extrêmement porteuses, je trouve. De mon côté, j'avais une autre question pour
Monsieur Sauvage. Je vous la pose et ensuite, peut-être, étant donné que le temps avance, j'aimerais ouvrir donc les questions de l'audience. Donc, je vais lancer ma question. Je propose peut-être de prendre environ, peut-être 2 autres questions de l'audience, puis cumuler les réponses ensuite, si ça vous va. Donc, de mon côté, en fait, Monsieur Sauvage, dans un de vos articles, en fait, votre article, vous avez mentionné que les musiciens français, donc vivant en France, peut-être se portent mieux, les parents en tout cas, puisqu'il y a un meilleur soutien aux contractuels. Donc, j'aurais aimé savoir peut-être de quoi on parle exactement, si vous considérez que c'est porteur, ce serait peut-être porteur au Québec. Alors, la meilleure solution, ce serait, alors rapidement, c'est un système d'assurance chômage qui indemnise les techniciens et les artistes du spectacle vivant, donc acteurs, chanteurs, etc., etc. Moi, je dirais que ce n'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, en tout cas en France, ça resterait le salariat, en fait, qui est proposé par des grosses structures, l'Opéra de Paris, des grands orchestres nationaux en région, etc., où finalement, les gens sont engagés à vie, parfois avec un statut de fonctionnaire. Et là, en termes de conciliation de travail-famille, c'est parfait parce que c'est des postes qui sont souvent très syndiqués, donc le temps de travail est extrêmement encadré. C'est des postes où on a comment dire, les horaires qui sont fixes et donc qui ne bougent pas. La seule contrainte qui resterait, c'est finalement effectivement le fait de travailler le soir et parfois de partir en tournée. Donc ça, c'est vraiment le Graal pour les musiciens en France, ce serait d'intégrer ce genre de structure. Maintenant, pour revenir au statut au régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle, comment ça marche ? Vous devez ouvrir vos droits, c'est-à-dire que sur une période donnée, vous devez faire un certain nombre d'heures et avoir un certain nombre de cachets, et à partir de là, vous avez finalement des sommes qui vous sont allouées quand vous ne travaillez pas. Alors, à mon époque, il fallait faire 507 heures sur 10 mois et demi. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'année en année, il faut faire de plus en plus d'heures sur une période de plus en plus courte. Alors, les avantages que ça a en termes de conciliation travail-famille, ils sont plutôt indirects en fait. Ça introduit une certaine sécurité dans le parcours des artistes, c'est-à-dire que une fois que le statut est ouvert, ils savent qu'à peu près pour une année, ils vont avoir une indemnité quand ils ne vont pas travailler. Ça permet de choisir ses contrats et dans les contrats qu'on choisit, on peut prioriser justement les contrats qui vont nous permettre une meilleure conciliation travail-famille et puis rejeter les contrats qui seraient un petit peu plus compliqués de ce côté-là. Puis surtout, ça évite d'avoir à multiplier les jobs alimentaires là, parce que ça assure un revenu qui est quand même suffisant et ça permet aux artistes de se concentrer sur l'artistique et puis du coup d'avoir aussi un peu plus de temps pour s'occuper de la famille. Voilà. Alors, ça a aussi des limites. La première limite, c'est que, surtout en ce moment, là, avec la pandémie, on a un gros problème de rétrécissement du marché de l'emploi artistique. Donc, quand il y a beaucoup de travail, ça va, on sait qu'on va avoir son statut, etc. Quand il y a moins de travail, on retombe dans les mêmes travers, c'est-à-dire que le contrat qu'on vous propose, on n'est pas sûr d'en avoir un autre, donc finalement, on l'accepte. La deuxième limite, elle est liée à la mobilité en fait, des artistes. C'est-à-dire que quand vous travaillez dans une ville qui constitue un bassin d'emploi important, pour les musiciens baroques à Montréal, c'est le cas. En France, il n'y a guère que Paris qui pourrait offrir finalement des opportunités de travail super régulières pour les artistes. Si vous n'avez pas ça, vous êtes obligé de partir pendant 2, 3, 4 semaines pour aller remplir un contrat à droite, à gauche, etc. Et dans ce cadre-là, encore une fois, on revient aux limites et ça devient compliqué de concilier avec une vie de famille. Ce qui mène finalement aussi, c'est une problématique qu'il faudrait voir. Moi, je vois de plus en plus de gens arrêter ce travail artistique-là pour prendre
un travail plus normal, et ça de manière plus en plus jeune. Je pense que il faudrait regarder l'évolution des carrières de ces travailleurs-là. Je pense que les carrières sont de plus en plus courtes et c'est pas rare de voir des gens arrêter le travail artistique vers 35-40 ans pour passer à des formes de travail plus stables. Et pour revenir justement à la possibilité de mettre en place un régime d'assurance chômage pour ces travailleurs précaires, ça peut être les intermittents, mais il faudrait peut-être aussi réfléchir sur les pigistes en général, hein, parce que la problématique est finalement la même. Mais ce serait quand même aussi un moyen de reconnaître la contribution de ces travailleurs, de ces artistes à la société en général. En France, à chaque fois qu'on veut restreindre ou durcir le statut d'intermittent, il y a toujours plein de grèves. On est spécialiste en France, hein, pour faire des grèves. Puis dans ces cas-là, souvent, le regard des gens qui ont un travail plus normé, je dirais, notamment les commerçants par exemple, c'est les intermittents du spectacle, c'est des privilégiés, etc. etc. Puis après, au bout de quelques semaines, quand par exemple dans une ville de festival comme Aix-en-Provence par exemple, on s'aperçoit que comme il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de clients dans les restaurants, il n'y a pas de réservation d'hôtel, il y a moins d'achats, on se dit que finalement, le rôle économique des artistes, il est quand même pas négligeable. Et finalement, ce régime d'intermittent du spectacle, donc d'assurance chômage, il rétribue peut-être une contribution sociale des artistes que leur salaire ne leur donne pas, en fait. Fascinant, mais tu as fait raison, je trouve. Donc, j'aimerais ouvrir le plancher, s'il vous plaît. Donc, pour les questions, oui, alors on a une question de Julie Chamberlain. Bonjour tout le monde, je me lance. Il n'y avait pas de main bleue, alors je prends la peine de me lancer. Merci tout d'abord aux experts pour le partage. Moi, je suis en charge d'un projet régional sur la conciliation travail-famille, un beau projet dans les Laurentides qui s'appelle Coco Boulot. Puis ma question est beaucoup par rapport à ce qui me préoccupe, beaucoup au niveau du partage des responsabilités. Les études démontrent que souvent la femme prend plus de responsabilités, fait qu'il y a un inéquilibre au niveau des responsabilités dans le couple, que la femme, elle doit faire beaucoup plus de tâches domestiques, d'aide aux devoirs, des choses comme ça. Puis ça, c'est de manière générale, mais je me questionnais par rapport aux métiers atypiques, à savoir si vos recherches ont été en ce sens pour faire des constats où que le rééquilibre est plus pas naturel, mais où il y a un retour du balancier, à savoir est-ce que le partage est toujours aussi démesuré ou dans les emplois typiques, on voit un meilleur partage des responsabilités au sein de la famille parce que, justement, dû à la complexité des horaires, etc. Fait que j'étais curieuse de savoir si vos études avaient été en ce sens. Puis aussi, qu'est-ce qu'on fait si, par exemple, les deux conjoints ont des horaires atypiques. Fait que j'étais curieuse un peu de voir au niveau du partage des responsabilités. Merci, Julie. Mesdames, messieurs, si vous voulez réagir. Moi, je peux peut-être y aller. En fait, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de variables. Du côté, par exemple, des agents de bar, il y en a effectivement qui sont avec des conjoints pilotes, par exemple, des agentes de bar qui sont avec des pilotes. Et c'est pas évident. Je dirais que je ne suis pas certaine que ce soit cet aspect-là qui va jouer. Je pense que c'est plutôt, comme on le voit, en tout cas, des études plus générales avaient montré que plus il y a égalité dans le statut des conjoints, plus il y a une meilleure répartition des tâches. Donc, par exemple, 2 agents de bar ensemble, ça risque d'être égalitaire, alors qu'une secrétaire et un patron d'entreprise ou alors une agente de bar avec un pilote, peut-être un peu moins. Je pense que cet aspect-là n'est pas du tout documenté. Par contre, je dirais, et je vais peut-être un petit peu aller sur l'actualité par rapport à votre question. Ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à voir de plus en plus de recherches qui montrent qu'avec la pandémie, même si ce n'était pas nécessaire, je pense qu'au Québec, on avait bien évolué vers une certaine division des tâches entre les hommes et les femmes, pas égalitaire, mais quand même meilleure qu'à beaucoup d'autres endroits. Les données de Statistique Canada montrent que les femmes ont
se sont davantage retirées du marché du travail. En faisant le télétravail, parfois, il y a un report des tâches sur elles. Là, il y a des études françaises qui sont très claires sur le nombre d'heures supplémentaires que font les femmes. Je pense qu'on peut dire qu'au Québec, même si on n'a pas la même enquête de l'ISQ ou de Statistique Canada, on peut imaginer à peu près la même chose. Mais le retrait du marché du travail et l'augmentation du taux de chômage important chez les femmes suite à la pandémie, alors que ça avait été l'inverse dans les autres récessions, ça montre bien, puis on comprend pourquoi c'est tout l'aspect de l'éducation des enfants où les femmes sont très, très sollicitées, qui se traduit. Alors moi, mon gros questionnement, c'est que j'espère que notre congé de paternité qui avait amené les hommes à s'investir dans la famille, qui va continuer, qu'au fond, qu'on reviendra à ça et que la période de pandémie sera une parenthèse, c'est ce qu'on peut espérer, parce qu'il semble bien qu'en ce moment, il y a un recul, Québec, Canada et partout ailleurs, à la fois dans les tâches domestiques et dans la présence, qui est encore plus inquiétant, dans la présence sur le marché du travail. Oui, Mélanie Lefrançois, oui. Je voudrais ajouter que dans le secteur des transports, le service de nettoyage, il y avait 2 cas de figure, donc une reproduction très, très traditionnelle où les pères, eux, c'était ceux qui cumulaient des heures pour faire plus de temps supplémentaire avec une conjointe tout à fait disponible, qui avait fait des choix de carrière pour s'ajuster aux horaires atypiques du conjoint. Et il y avait aussi certains cas de figure où, et les travailleuses donc, qui étaient en nettoyage, qui demeuraient principales responsables de la famille, bien qu'elles avaient des conjoints avec tout type d'horaires. Et il y avait aussi des couples qui avaient tous les deux des horaires atypiques. Et là, on voyait des échanges d'enfants dans le stationnement. Un travaillait la nuit, l'autre arrivait le matin avec les enfants, repartait avec l'auto. Donc, il y avait une rotation. Puis je pense qu'on pourrait voir, comme le soulignait Diane Gabriel, une association avec le revenu. C'était pas des salaires élevés. Et comme les services de garde aux horaires atypiques coûtent cher, les gens faisaient un maximum pour éviter d'avoir recours à des services de garde. Donc, de s'organiser entre les parents du couple quand ils étaient encore ensemble ou avec le réseau qui était sursollicité. Et là, ça pouvait causer bien des maux de tête. C'est une des choses que j'aurais dites sur le travail de nuit. Donc, les hommes choisissaient de travailler la nuit ça leur permettait de cumuler plus d'heures. Et les femmes, c'était juste pour demeurer disponibles 2 jours pour les enfants et donc ne dormaient pas. Et pour ça, Prisca, merci d'avoir mis la citation de la travailleuse qui est emblématique de cet épuisement vécu par les travailleuses dans le dossier. Si vous ne l'avez pas vu, allez la lire. Elle m'accompagne depuis 3 ans. Fait que cette idée-là, c'est un grand défi. Merci pour la question. Merci à vous pour les réponses. Merci. Oui, Monsieur Sauvage. Alors, moi, mon échantillon est très petit. Hein. J'ai interrogé 11 personnes. En fait, de manière générale, alors en France et au Québec, les musiciens baroques, ils s'inscrivent dans une mouvance qui naît dans les années 70 avec des gens qui étaient très proches des mouvements hippies, des choses comme ça. Donc, ils ont des valeurs qui sont plutôt très, très, très progressives. Alors finalement, dans ces milieux-là, les répondantes que j'ai eues me disaient que très très souvent, le conjoint participait aux tâches et que dans la plupart des cas, la répartition était égalitaire et dans d'autres cas, c'était le conjoint qui assurait plus l'éducation des enfants, les tâches ménagères, sans aucun problème. Ce qui peut arriver aussi en cas de musicien qui est avec une musicienne, c'est qu'ils peuvent intégrer ou faire venir au sein du couple des concurrences professionnelles qui là vont poser des problèmes aussi en termes de conciliation parce que ça va nourrir des espèces de compétition, d'amertume, etc. J'ai un cas justement très très compliqué où ça aboutit à une séparation. Mais là, on voit les jeux d'ego qui sont importants chez les artistes et qui peuvent aussi venir, qui doivent être pris en compte justement dans ces aspects de conciliation. Merci beaucoup. Alors, une question de Philippe Paco. Oui, bonjour. Merci aux panélistes, c'était vraiment très intéressant. Le terme a été employé 2 ou 3 fois, mais je voulais connaître un peu ce que vous savez à propos, disons, de la place des services de garde. Donc, ça a été évoqué un peu, mais
dans vos recherches et puis à votre connaissance, quelle place ça occupe les services de garde? Est-ce que ça répond aux besoins des parents? Est-ce que... Ben, non, donc j'arrête là. Je ne vous donne pas, je veux pas les mots dans la bouche, naturellement, mais je vous écoute. Oui, alors je vous laisse y aller dans l'ordre qui vous convient, mesdames et messieurs. Je sens que vous avez tous quelque chose à dire. Je peux commencer parce que moi, c'est un commentaire très bref. Je suis sûre que Diane Gabriel, Laurent avait peut-être d'autres choses à dire, mais moi, j'ai peu investi dans les milieux, dans l'alimentation, dans les transports. Ce n'était pas des options qui étaient possibles. J'ai toujours été très prudente dans mes recommandations à cet égard parce que je trouve qu'on va aller coloniser le temps de travail d'autres personnes en ouvrant, en étendant des horaires atypiques. Cela dit, il y a des initiatives locales que j'ai vues, par exemple, pour la construction, donc localement une municipalité qui ouvre un service de garde pour garder une entreprise active à cause de ses horaires. Il y a des belles choses qui se font. Donc, je suis mitigée, mais je vais laisser les autres répondre à cet égard-là. Ben, moi, je dirais qu'effectivement, les services de garde, c'est vraiment majeur et c'est ce qui nous différencie, notamment par rapport au Canada et aux États-Unis. Quand on fait des enquêtes sur l'importance des différentes mesures de conciliation, ben, au Québec, ça ressort moins comme une demande. C'est plutôt flexibilité des horaires, télétravail, parce qu'on a ces services de garde. Dans une enquête aussi que j'avais fait il y a un petit moment, ce qui était intéressant, c'est que les parents préféraient aussi beaucoup avoir le service de garde près du domicile. Et le grand avantage aussi que moi j'y voyais, c'est que ça permet de partager cette tâche. Parce que si le service de garde est dans la banque et que ce sont essentiellement des femmes, ça va être les femmes, les mères, donc, qui vont être responsables d'amener l'enfant, de reprendre l'enfant. Si l'enfant est malade, de repartir à la maison. Donc, ça transfère beaucoup la responsabilité à une seule femme. Sur les horaires variables, et notamment les secteurs que j'ai vus, moi, je pense qu'au Québec, il me semble que, c'est peut-être le ministère de la Famille qui avait fait ça, il me semble qu'il y avait eu une expérimentation avec une industrie sur la Côte-Nord de services de garde, donc pour des gens qui avaient des horaires de nuit, des choses comme ça. Et de mémoire, il me semble que ben, ça n'avait pas été très, très utilisé parce que les gens préféraient bon, que leurs enfants ne soient pas dans ces milieux-là, industriels ou en tout cas même près d'eux, même si c'était pas, ou qu'ils ne soient pas, disons, en service de garde la nuit. Et donc, la plupart avaient préféré avoir recours à la famille et à un endroit, soit que quelqu'un vient chez eux ou quelqu'un, une gardienne qui vient à domicile. Et chez les policiers, policières aussi, quand Mélanie parlait tout à l'heure aussi des horaires pour couvrir le maximum de présence auprès des enfants, des recherches que j'avais faites avec les policiers, policières, beaucoup de couples. Et il y en a beaucoup qui faisaient ça, non seulement sur les 24 heures de la journée, mais même sur les vacances. Je prends 2 semaines, on prend 2 semaines avec l'enfant, l'autre prend 2 semaines, bon, pour être vraiment... Donc, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a comme une crainte, mais peut-être qu'il faudrait expérimenter à nouveau. Là, peut-être que dans certains secteurs, ça pourrait fonctionner. Mais j'avais conclu, et il me semble que c'était une recherche gouvernementale, qui avait comme conclu que la demande, l'expérimentation n'avait pas été concluante. En tout cas, la demande, les gens allaient plutôt vers la famille, les amis et laisser les enfants à la maison. Donc, peut-être à approfondir, mais je pense qu'en tout cas, au moins, ce qui est clair, c'est que les services de garde offerts au Québec, bon, d'abord, déjà, il y a les études des économistes là, qui ont montré que beaucoup de femmes monoparentales ont donc pu aller sur le marché du travail, contrairement à ce qu'on peut observer même en Alberta, quand l'économie était florissante, il y avait des taux d'activité plus faibles. Donc, pourquoi? Parce que justement, on allait vers le modèle plus traditionnel. Donc, je pense que oui, réponse courte, oui, les services de garde sont très importants et de toutes sortes de manières. Pour les horaires atypiques, ben, je pense qu'il y a encore un point d'interrogation là. En ce qui concerne les artistes que j'ai interrogés, c'était une solution qui était vraiment pas mobilisée en fait. C'était d'abord le conjoint, puis après la famille, et puis parfois une gardienne, mais effectivement pas de service de garde. Encore une fois, mon échantillon, c'était 11 personnes, donc je ne veux pas du tout généraliser, mais effectivement, c'est ce qui ressortait. Pardon, je trouve ça vraiment intéressant parce que j'avoue que moi aussi, je me demandais à quel point l'offre de service faisait une différence. Alors, merci pour la question, merci pour vos réponses. Donc, il reste très peu de temps. On a une dernière question de Maria Eugénia Longo. Alors, Marie, je te propose notre collègue de l'INRS. Merci d'être là, Eugénia. Peut-être de la lancer et des réponses très, très courtes afin qu'on puisse clore. Oui, je vais être un peu prévisible. Je suis professeure à l'INRS aussi, avec Maud, Hélène et d'autres, mais aussi titulaire d'une chaire de recherche sur la jeunesse. Et donc, bien évidemment, ma question va toucher la jeunesse. Donc,
puisque le travail atypique est aussi une caractéristique très massive du travail des jeunes. Et en même temps, la construction d'une famille se produit, ça coïncide avec les autres transitions lors de cet âge de la vie, là. Je voulais savoir en fait quelles sont ces contraintes supplémentaires ou particulières qui se rajoutent par l'effet de vivre des difficultés de conciliation à cet âge de la vie? Donc, est-ce que les difficultés vécues à cet âge peuvent avoir aussi une conséquence sur la suite du parcours de travail, le parcours des constructions des familles? Et si vous savez donner ou des hypothèses, ça m'intéresse beaucoup. Je dis juste pour concilier ma vie familiale avec les petits qui venaient manger, j'ai dû m'absenter quelques minutes, donc je ne sais pas si vous en avez abordé ces sujets, mais sinon ça m'intéresserait beaucoup une petite réaction à ces sujets-là, aux particularités de cet âge de la vie par rapport à la conciliation et difficultés de conciliation. Ouais, ben, rapidement, moi je dirais effectivement, dans une recherche sur les avocates, j'avais parlé du télescopage du calendrier productif et reproductif qui touche plus particulièrement les femmes. Et je pense qu'on peut dire, bon, là c'était les avocates, mais les avocates qui veulent devenir associées, les comptables qui veulent devenir associés, les professeurs qui veulent s'assurer d'une permanence dans leur emploi, tous les secteurs, et puis dans d'autres milieux où il y a des périodes de tests et de rodage, là, tous ces secteurs-là, malheureusement, ben, souvent le calendrier reproductif vient en conflit avec le travail et c'est davantage les femmes qui assument. Pour ce qui est de la suite sur le parcours de vie, je dirais, ben, si on regarde les statistiques générales, parce qu'il n'y a pas, je pense, d'études spécifiquement sur les parcours, mais les statistiques générales nous montrent que dans les emplois précaires, ce sont surtout des jeunes, hommes et femmes, et des femmes qui, elles, poursuivent tout au long de leur parcours de vie cette présence, notamment dans les secteurs étudiés par Mélanie, là. Donc, je pense que ça a un impact plus important pour les femmes, clairement. Merci beaucoup. Je ne sais pas si, oui, M. Sauvage, mais Mélanie, Lefrançois, rapidement. Oui, moi j'avais justement exclu de mon échantillon des gens qui étaient en début de carrière ou encore aux études, mais peut-être que j'aurais pas dû le faire. La question que je me pose, et je vous en ai parlé un petit peu avant, c'est de savoir si finalement le travail artistique n'est pas en train de devenir une phase dans la vie entre les études et un travail plus entre guillemets respectable en fait, parce que la précarité à long terme est parfois ingérable et oblige finalement à retrouver des rythmes un peu plus normaux, notamment quand il s'agit de fonder une famille. J'ajouterais juste rapidement que les emplois horaires atypiques dans le secteur des services de l'alimentation sont des emplois qui sont nécessaires dans notre économie et les perspectives de carrière à plus long terme sont peut-être moins présentes. On s'attend des jeunes qui entrent dans ces métiers-là d'être disponibles à tout moment, puis il y a une transition qui est difficilement acceptée. Ils trouvent que les étudiants valorisent plus leur vie personnelle, n'acceptent pas tout le temps de boucher les trous comme c'était le cas il y a une vingtaine d'années. Et donc, les attentes très grandes envers les jeunes font peut-être qu'ils vont... Pamela Morel, bonjour! C'est une transition, un tremplin vers autre chose, alors que c'est des milieux... C'est peut-être des petits enjeux. Pardon, il y a quelqu'un qui passe sur mute. Mais donc, c'est ça. C'est quoi? De rétention de la main-d'œuvre à plus long terme est un souci pour ces jeunes-là qui pourraient avoir envie de faire carrière dans certains types d'emplois. Donc, c'est une question qui est intéressante aussi. Il ne faut pas prendre pour acquis qu'ils ont toute cette flexibilité-là sur le fait qu'ils sont jeunes. On peut penser à la qualité de leurs conditions d'emploi et de travail également dans les emplois de services, commerce de détail, etc. Il y a plein de choses à dire, mais je fais très bref. Oui, effectivement. Merci énormément à vous trois. C'est très, très apprécié. Je repasse la parole à Hélène Bello pour un mot de la fin. Alors, merci. Vraiment, c'était un magnifique panel, vraiment super intéressant. Alors, grand merci à tout le monde. Merci à l'équipe de l'Observatoire, aussi au partenariat. Et je vous invite en fait à suivre notre infolettre pour laquelle vous pourrez avoir accès là, en passant par notre site Internet. Suivez-nous sur Facebook, sur LinkedIn. Alors, au plaisir. Au revoir. Merci. Merci. C'est un sujet important. Oui.